nous avons consacré une très longue première section à la cause réelle et sérieuse de licenciement, première exigence de la loi du 13 juillet 1973. Il nous reste à voir dans une section 2, beaucoup plus rapide, la deuxième exigence de la loi, c'est-à-dire la procédure de licenciement. Section 2. La procédure de licenciement pour motif personnel, que vous trouverez pour l'essentiel aux articles L 1232-2 et suivants du Code du travail. Tout licenciement pour motif personnel, quels que soient les effectifs de l'entreprise ou l'ancienneté du salarié, doit intervenir dans des conditions précises imposées par la loi. La procédure de licenciement s'applique dans tous les cas et quelquefois elle va se cumuler avec une procédure particulière. Tel est le cas par exemple du licenciement d'un salarié protégé. Il faudra articuler la procédure de licenciement pour motif personnel et la procédure exorbitante du droit commun. Nous allons procéder à l'étude de la procédure de licenciement en 2 phases, qui sont, bien entendu, obligatoires. Première phase, c'est la phase de conciliation, ce que l'on appelle l'avant-licenciement. Cette phase de conciliation comprend elle-même 2 temps. Premier temps, il s'agit de la convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement. Cette convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement doit impérativement respecter des conditions de forme. Et également des conditions relatives aux dates d'envoi et aux délais à respecter. Pardonnez-moi. Donc, tout d'abord, la forme. La forme, c'est une lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, qui doit contenir impérativement les indications suivantes. L'objet, la date et le lieu de l'entretien. L'objet, c'est le projet de licenciement. Bien entendu, nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que la décision patronale est souvent prise, mais on peut toujours espérer que les choses évoluent plus tard au cours de l'entretien. La mention des griefs allégués contre le salarié est facultative, parce que si on se place du côté de l'employeur, il est plus intéressant pour lui de ne pas être trop précis, afin de ne pas être trop lié par la suite avec les griefs qu'il aurait inclus dans la lettre de convocation. Le lieu de l'entretien est important, évidemment, parce que vous avez des entreprises qui sont éclatées avec des établissements multiples, et donc il convient de savoir si le salarié va être convoqué sur son lieu de travail ou par exemple au siège de l'entreprise. Dans tous les cas, il y a une mention impérative sur laquelle je reviendrai juste après, qui est la possibilité pour le salarié de se faire assister par un conseiller du salarié. Que se passe-t-il si il manque l'une de ces mentions? Le licenciement est irrégulier. Plus tard, le salarié pourra demander au juge une indemnité ne pouvant être supérieure à 1 mois de salaire. Quels sont les impératifs concernant les dates d'envoi et de délai? Il n'y a pas de délai à respecter entre la contestation du motif de licenciement et la date d'envoi de la convocation, à l'exception évidemment d'un licenciement disciplinaire pour faute, puisque vous le savez, il y a un délai de prescription de 2 mois, ce qui veut dire que la convocation ne peut pas être envoyée dans un délai supérieur à ces 2 mois, après que l'employeur a eu connaissance de la faute. Que se passe-t-il si le salarié ne répond pas à la convocation? Ce serait trop facile, parce qu'en fait, tous les salariés, par exemple, se mettraient en maladie, ou
ne répondraient pas, n'iraient pas chercher leur recommandé à la poste. Cela veut donc dire que l'employeur peut très bien poursuivre la procédure, même si le salarié, par suite de refus ou de négligence de sa part, est absent à l'entretien. Il pourra quand même lui notifier son licenciement. Bien entendu, si le salarié est malade et pour une bonne raison, il peut se faire représenter ou solliciter un autre entretien. Le deuxième temps de cette première phase de conciliation est le temps de l'entretien préalable au licenciement. Il a pour objet tout simplement, pour l'employeur d'écouter les explications du salarié, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Je vous l'ai dit juste avant, il y a une mention très importante qui concerne la présence ou l'assistance du salarié par un conseiller du salarié, dont les modalités sont prévues aux articles L. 1232-4 et L. 1232-7 et suivants du Code du travail. Le salarié, évidemment, peut, et c'est souvent le cas, à 90% des cas, le salarié va faire appel à un salarié de l'entreprise s'il existe des représentants du personnel dans l'entreprise. Ce sera le plus souvent un délégué syndical ou un délégué du personnel. C'est donc la solution la plus simple, puisque la personne est sur place, le salarié peut échanger avec elle, mais ce n'est pas toujours le cas. Si l'entreprise est dépourvue de représentants du personnel, pour le salarié c'est un peu plus compliqué, puisqu'il va devoir trouver un conseiller du salarié. Et où est-ce qu'on trouve cette bête rare? Eh bien, on la trouve sur une liste qui est révisée tous les 3 ans, et que vous pouvez trouver soit auprès de la mairie, soit auprès de l'inspection du travail. À ce moment-là, il s'agit d'un conseiller extérieur à l'entreprise, et pour le salarié, c'est un peu moins confortable. Souvent, il doit consulter toute la liste, téléphoner aux gens, voir ceux qui sont disponibles le jour J, les rencontrer une demi-heure avant l'entretien au café d'en bas pour essayer d'expliquer ce qui s'est passé. Ce qui veut dire que, on peut dire quand même que le fait d'avoir un conseiller du salarié sur place est plus confortable pour le salarié qui fait l'objet d'un licenciement. Le conseiller assiste et conseille gratuitement le salarié. Et surtout, il va pouvoir par la suite l'assister de même au cours de l'instance prud'homale, puisque, vous le savez, la présence d'un avocat n'est pas obligatoire, et souvent les salariés viennent avec leur conseiller du salarié. Compte tenu de la mission dont il est investi, vous l'imaginez bien, le conseiller du salarié doit être protégé. Il est donc salarié protégé, et pour le licencié, cela nécessite l'autorisation administrative préalable. Il dispose pour exercer sa mission d'un crédit d'heures de 15 heures par mois, ainsi que d'autorisations d'absence délivrées par son employeur. Si l'employeur ne respecte pas les dispositions légales relatives au conseiller du salarié, la sanction applicable sera une indemnité pour irrégularité de procédure. Voilà pour la première phase, dite la phase de conciliation, l'avant-projet. Si l'entretien n'a pas permis de faire avancer les choses, si la décision de l'employeur était déjà prise, eh bien nous passons à la deuxième phase de la procédure de licenciement, qui s'appelle la notification du licenciement, c'est-à-dire la lettre de licenciement, dont vous trouverez l'essentiel aux articles L. 1232-2 ainsi qu'à l'article L. 1232-6. 2 points sont importants concernant la lettre de licenciement. Et ces 2 points, en fait, on peut les regrouper sous des exigences de forme. En effet,
La forme que doit prendre la lettre de licenciement est obligatoirement une lettre notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Cet accusé de réception est important puisque c'est un moyen de preuve de la réalité et de la date du licenciement. Ensuite, que doit contenir la lettre de licenciement? Eh bien, elle doit contenir l'indication du ou des motifs du licenciement. Les fautes, les négligences, les indélicatesses, l'inaptitude, toutes ces causes de licenciement que nous avons vues. Mais, la Cour de cassation a été très exigeante vis-à-vis du contenu de la lettre de licenciement. En effet, auparavant, on considérait que inscrire Monsieur Dupont est licencié pour des négligences commises au sein de l'entreprise suffisait. Or, très tôt, la Cour de cassation a déclaré que cela ne suffisait pas. Parce que la référence dans la lettre de licenciement au motif qui avait été vaguement développé dans la lettre de convocation ne constitue pas un énoncé des motifs précis exigés par la loi. Cela fut réaffirmé dans un arrêt d'assemblée plénière du 27 novembre 1988, dans un arrêt concernant l'association Les Papillons Blancs du Finistère. Dans cet arrêt, la Cour de cassation précise que la lettre de licenciement doit être dûment motivée. Il faut tout expliquer. Vous dites que le salarié a commis des négligences, eh bien, il faut les dater. Le 3 août, il a omis d'envoyer une lettre recommandée à un client. Le 10 août, il a recommencé, etc., etc. Cela veut dire que la motivation prend une forme plus importante que ce qu'elle avait été au départ. En effet, la sanction va être très lourde. La Cour de cassation déclare que, en l'absence de motivation de la lettre de licenciement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, parce qu'après tout, si on n'explique pas au salarié pourquoi il a été licencié, c'est comme s'il n'y avait pas de cause au licenciement. On transforme une exigence de forme en exigence de fond et on lui applique une sanction de fond. L'allégation dans la lettre de licenciement d'une simple incompatibilité d'humeur n'est pas un grief précis, objectif et vérifiable. Il en va de même pour la mention d'une mésentente sans plus d'explication ou encore d'une simple insuffisance professionnelle, comme nous l'avons vu. Et ce, même si le salarié est véritablement fautif. C'est ça. C'est-à-dire que, admettons qu'un salarié ait commis un vol, l'employeur rédige une lettre de licenciement à la va-vite, pensant que la faute est suffisamment importante. Eh bien, s'il se contente de dire « Monsieur Dupont a commis un vol dans l'entreprise », la lettre de licenciement ne sera pas motivée. Et de manière assez surprenante, il n'y aura pas de cause réelle et sérieuse au licenciement. Alors pourquoi tout ça? Eh bien parce que on considère que la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Elle se doit être précise et s'oppose à ce que l'employeur puisse invoquer par la suite d'autres motifs. Elle doit permettre de connaître les faits objectifs qui motivent le licenciement. Les griefs reprochés sont des motifs suffisamment précis dès lors qu'ils sont matériellement vérifiables, même s'ils ne peuvent pas tous être datés de manière certaine. Dernière peut-être précision concernant la procédure de licenciement. Il y a des délais d'expédition qui sont prévus par la loi. Tout d'abord, un nécessaire respect d'un délai d'attente minimum de 2 jours ouvrables après la date de l'entretien et la date d'expédition de la lettre recommandée.
Et évidemment, si le licenciement est prononcé pour un motif disciplinaire, la lettre de notification de licenciement ne peut être envoyée plus d'1 mois après l'entretien préalable. Pourquoi toutes ces dates sont précises? C'est simple. Le préavis court à la date de présentation de la lettre de licenciement. Il est donc impératif de connaître son début et sa fin.